Piacere. Spagna, Loris. Di Francia? Ah, Francia. Sì, francese. E stiamo attraversando Europa a piedi. Tutto a piedi? Sì, tutto a piedi, di Portogallo a Turchia. Mamma mia! E facciamo video per mostrare la cultura, sì. la regione, le persone che incontriamo. Marie et Neil, vous êtes deux aventuriers, des aventuriers marcheurs. Vous êtes partis du Portugal. Alors c'était quoi? C'était Farol do Sangre, c'est ça? C'était Sagres, le cap São do Vicente. C'est pas ça. Pardon. Non, c'est pas ça. Mais enfin, c'est le point le plus au sud de la péninsule ibérique. Ouais, j'ai un trou. On est parti de Sagres au Portugal, qui pour nous représentait la pointe extrême sud-ouest de l'Europe. Et on a traversé 16 pays jusqu'à atteindre la pointe extrême sud-est, Istanbul. Et tout ça, vous l'avez fait en marchant. C'était 10 000 km, c'est ce qui est inscrit sur votre site, c'est ça? Ouais, est-ce que vous avez compté les pas? On a un petit peu compté les pas, après c'est un petit peu difficile aussi, puisque en fonction de si on a des bâtons ou pas, les pas sont pas pareils. Globalement, on a fait à peu près 10 500 km sur la trace. Évidemment, ça ne comprend pas tout ce qu'on a fait hors trace, ce qui représente en gros 20% du trajet quotidien, quoi. Et voilà, après tous ces chiffres, c'était vraiment pas le plus important pour nous et c'est pas ce qu'on dit en premier aujourd'hui. La marche, ça a été vraiment un vecteur, un moyen d'aller vers les autres, d'aller vers tous ces endroits en totale liberté, de pouvoir s'arrêter exactement quand ça nous chante et tout ça, ça a été quelque chose d'assez spécial par rapport à plein de gens qui partent en vélo ou en voiture ou avec n'importe quel moyen de locomotion. C'est une pure liberté. On a décidé de faire ce voyage à pied parce que on a considéré que la position du marcheur était le meilleur moyen pour arriver à nos fins, c'est-à-dire découvrir l'Europe en rencontrant ses habitants et en les rencontrant le plus intimement possible, c'est-à-dire en passant du temps avec les gens, pas juste en partageant un café, mais parfois en étant invité chez eux, et puis d'une invitation à dîner, parfois on est resté 1, 2, 5, 10 jours chez des gens. Bon, 10 jours c'est vraiment l'exemple extrême, on n'est resté qu'une fois aussi longtemps. Et donc la marche, ça a permis cette rencontre. Ensuite, pourquoi on l'a fait en Europe? On avait très envie de découvrir notre continent. On a réalisé que dans nos vies d'avant, on avait beaucoup voyagé, souvent très loin, à la recherche souvent d'un certain exotisme, d'un dépaysement qu'on pensait possible qu'en allant loin. Et finalement, on s'est rendu compte que voilà, Neil connaît l'Asie du Sud-Est un peu comme sa poche. Moi, j'ai passé pas mal de temps en Amérique latine et on n'était même pas capable de nommer toutes les capitales européennes. Enfin, c'est quand même absurde, quoi. Et alors, ça vaut l'Europe? C'est aussi bien que l'Asie ou que l'Amérique latine? Je pense que l'Europe, c'est canon. Et puis, il y a surtout ce truc qui fait que quand on est très très loin, on reste souvent sur des circuits plus ou moins connus, mais on est souvent contraint par le tourisme local à rester un peu sur les sentiers battus, alors que chez nous, on a beaucoup plus de liberté. En tout cas, on se sent beaucoup plus libre, nous, ici, de créer notre itinéraire, de créer notre aventure, de vivre les choses comme on l'entend. Et du coup, ça participe de la grandeur de ce continent quand on le découvre dans sa dimension naturelle, en tout cas. On a vu des trucs vraiment superbes, du début à la fin. Dans chaque pays, il y a des endroits qui nous ont vraiment bluffés. Et c'est une partie de ce qu'on voulait découvrir, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de beau chez nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre continent qui peut nous pousser à arrêter de voyager sur des grands trajets en avion, à arrêter de prendre la voiture. Et voilà, de ce côté-là, on a été vraiment servis, quoi. On va y revenir. Cette île à Balobon, tout de suite, il y avait aussi un volet écologique, reconnexion un petit peu à la nature dans votre démarche. Oui, on a monté un projet à côté qui en fait nous a accompagnés tout au long de cette aventure qui s'appelle 1 Kilo for the Planet. L'idée c'était donc de collecter les déchets en chemin,
de montrer que si nous, avec nos sacs à dos, on est capable de réserver une petite place, un peu de poids pour rendre ces sites naturels plus jolis et les préserver, bah, c'était possible pour tout le monde. Il y a des endroits où c'était facile, très satisfaisant de faire cette petite différence, de ramasser les 2-3 trucs qui traînaient par terre. D'autres où on avait l'impression qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour rendre ces endroits propres, quoi. Donc voilà, il y a vraiment un gros décalage entre certaines régions d'Europe, quoi. Voilà, après on jette pas la pierre à des pays en particulier, on a aussi réalisé qu'on pouvait récolter les déchets dans certains pays, mais si derrière ils n'étaient pas récoltés dans les bennes, traités, recyclés, enfin traités comme ils doivent l'être, bah, notre action elle faisait aucune différence. Et puis on a aussi réalisé que dans certains pays, même si de prime abord comme ça a l'air super propre et clean, c'est aussi les sols qui sont parfois pollués. L'Albanie par exemple est un pays dans lequel la gestion des déchets est encore très très faible aujourd'hui, il ne se passe pas grand chose, il y a beaucoup de corruption aussi qui empêche, qui sont des vrais freins pour tout ça. Des pays qui paraissent vraiment dégueulasses. Il se trouve que chez nous on a des types de pollution qui sont plus insidieux, plus terribles, des pollutions chimiques qui ne sont pas palpables, qui ne sont même pas visibles et qui sont pourtant bel et bien là et parfois qui posent beaucoup plus de problèmes à la biodiversité, à l'environnement. Et bon, bah, il y a toujours un petit peu ce truc qui fait que les uns et les autres se rejettent la pierre, mais finalement on est vraiment tous responsables. Voilà, ça doit être une conscience écologique qui est induite par l'éducation depuis qu'on est tout petit, et c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec One Kilo for the Planet. Et alors, est-ce que l'Europe est prête? Est-ce que, après votre périple en Europe, vous avez le sentiment qu'une coalition, une coopération est possible et que ça pourrait être une impulsion pour que tout le monde bascule? Je pense que ça a beaucoup changé ces quelques 15 dernières années, que les médias arrivent quand même à avoir un vrai rôle là-dedans, que la conscience écologique des uns et des autres est en pleine croissance. On voit que c'est aussi, et là c'est un petit peu en rapport avec les situations économiques des uns et des autres. Il y a des pays dans lesquels ça ne représente pas une priorité aujourd'hui et d'autres qui en font un vrai fer de lance. Mais vous avez rencontré les gens, vous étiez au contact des gens. C'est quoi la vérité des gens? Vous avez senti quoi? On a senti, je pense, une grande disparité dans la conscience écologique. Et il y a des pays où on l'attendait, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des pays où en termes de développement économique, de toute façon ils avaient d'autres chats à fouetter en gros que de se concentrer sur l'écologie et la préservation de l'environnement. Et ça n'a pas été une vraie surprise pour certains pays. Et d'autres pour lesquels, je sais pas, pour citer la Grèce ou le Portugal par exemple, où on a l'impression que c'est des pays quand même proches du nôtre, où je m'attendais pas du tout à avoir une si faible conscience écologique, c'est-à-dire qu'il y a des gestes qui nous choquent profondément et qui là-bas sont encore juste normaux, c'est-à-dire de jeter tout par la fenêtre de sa voiture par exemple. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie et qui me choque. Et dans des pays aussi proches du nôtre, pour moi ça a été une vraie surprise de voir que ces gestes existent encore. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous a surpris positivement? Dans les bons élèves, quand on regarde ça toujours un petit peu avec ce petit comparatif, indice de développement humain, conscience écologique, la Slovénie nous a beaucoup impressionnés parce que c'est un petit pays qui a une activité quand même forestière et agricole et qui pourtant a une vraie culture de la nature, des sports outdoor, qui a une vraie conscience écologique qu'on sent qui n'est pas toute jeune non plus, les gens font attention et c'est un pays qui est vraiment très propre, même au niveau des professionnels, comme je disais, les agriculteurs par exemple, pour qui il est facile d'oublier toutes ces problématiques aujourd'hui. La nature, vous avez rencontré 1000 paysages, 1000 climats j'imagine, 1000 reliefs, c'était comment? Ça a vraiment été progressif. Quand on est à pied, on a le temps de passer d'un environnement à un autre. On n'est pas catapulté tout de suite au cœur de la montagne ou sur la côte. On approche par l'arrière-pays et puis ça commence à sentir l'iode et puis on arrive sur la mer. Mais ça a été comme ça un petit peu partout.
Et du coup, c'est une autre appréciation des paysages qui changent. On a été surpris dans chaque pays avec des bombes atomiques, des paysages qui nous ont vraiment impressionnés, quoi. Des trucs pour la plupart dont on avait zéro conscience avant de faire tout ça. Et puis voilà, on se rend compte de l'immensité du continent, de la variété de tout ça. Tu parlais de paysages, de sommets, de choses comme ça. La montagne a été souvent au cœur du projet parce que ça représente un bastion c'est des terres qu'on n'a jamais pu vraiment s'approprier à fond, quoi. Partout là où c'est plat, l'homme a mis sa main et on a fait des champs et on a fait en sorte que toute ces terres soient utilisables et utilisées. La montagne, c'est un petit peu différent et c'est pour ça aussi que ça nous a beaucoup plu de passer par là. Il reste des sentiers, mais il y a aussi évidemment tous ces villages qui n'ont pas beaucoup bougé au cours de l'histoire, en tout cas au cours de ces 100-200 dernières années. Et ça a vraiment été intéressant de passer par ces endroits. On a essayé de placer un maximum de villages sur notre itinéraire parce que vraiment c'est là que se situait le cœur de notre projet. Mais on a aussi placé des merveilles naturelles et des zones qui témoignent un petit peu de cette emprise de l'homme sur la nature. Donc c'est un petit peu de tout. Et je pense que ça a été le mot clé pour construire cet itinéraire, c'est la diversité, quoi. Alors tu réponds à la question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que vous l'avez construit cet itinéraire?